Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Il y a quand même un très long moment de ça, j'avais lu Nos faces cachées de Amy Harmon, mais j'avais complètement oublié de vous le chroniquer en vidéo, donc c'est désormais chose faite. Je pense que vous avez entendu fortement parler de ce bouquin quand il est sorti au mois de janvier 2015, enfin au début de l'année. Il a quand même fait un assez gros tapage médiatique, donc si par un pur hasard vous êtes passé au travers des différentes chroniques qui sont passées sur internet, et ben voilà, vous ne pourrez plus y couper. C'est un roman vraiment très poignant sur les conséquences de la guerre, donc la guerre du Golfe, qui s'est produite après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. C'est aussi un roman qui vous parle de la différence des apparences physiques, ouais, de la façon de juger les gens, pas seulement sur leur apparence, mais pour ce qu'ils sont vraiment au plus profond d'eux. C'est vraiment un très beau roman, j'ai trouvé. Donc alors l'histoire, c'est l'histoire d'Ambrose Young, qui est le garçon qui fait rêver toutes les filles au lycée, qui est capitaine de son équipe de lutte au lycée, qui fait aussi du football américain il me semble. Enfin voilà, il a tout pour lui. Jusqu'au jour où vont se produire les attentats du 11 septembre, hein, donc voilà, les avions qui ont percuté les deux tours du World Trade Center. Et donc vous vivez et vous revivez en même temps que ces élèves dans leur classe en direct les événements. Donc pour ceux qui les ont vécus en direct, dont je fais partie aussi, donc vous repensez forcément à ce que vous étiez en train de faire au moment où c'est arrivé. Et c'est vraiment quelque chose de très poignant parce qu'au moment où vous lisez ça, vous ne pouvez pas vous empêcher. Enfin moi je sais que j'avais leur âge en fait au moment où ça s'est produit, et donc oui, je l'ai aussi appris en sortant du lycée, et c'est quelque chose de... Enfin voilà, vous faites un flashback en fait par rapport à ce que vous avez pu ressentir vous aussi, et c'est d'autant plus poignant. Euh, et donc après ce jour-là, ben, les choses ne vont plus être du tout comme elles étaient auparavant, à savoir que les garçons vont se faire une obsession de vouloir venger leur pays. Quand vous savez ce qui s'est produit aux États-Unis, à savoir que les recruteurs de l'armée passaient dans chacune des classes pour essayer de recruter le plus de jeunes possible pour pouvoir s'enrôler. Euh, voilà, c'est exactement ce qui se produit ici, et quand vous savez ce qui s'est produit par la suite, c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire non, fais pas ça, n'y va pas, c'est pas la bonne guerre que tu es en train de faire. La guerre en Irak, ça n'a rien à voir avec les attentats. Ben Laden était en Afghanistan et pas en Irak. Enfin bref, la France de ce côté-là a eu une position bien différente et a tenu tête aux États-Unis à ce moment-là pour leur dire que la guerre en Irak c'était pas du tout une bonne idée. Malheureusement, le sort a fait qu'on avait un peu raison. Voilà, donc avec le recul et en plus de ça, avec le point de vue français en fait de la chose, c'est vrai que vous voyez ce moment du récit de façon différente, avec un angle différent. Donc c'est vrai que moi c'est ce à quoi je pensais quand j'en étais là, quoi, dans le bouquin. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est atroce. Mais d'un autre côté, quand en plus de ça ce livre est sorti, mais à un moment qui ne pouvait pas être plus bien trouvé, si on peut dire, même si, enfin voilà, c'est toujours terrible de dire ça, puisqu'il est sorti juste après les événements de début janvier en France. Donc forcément ça résonnait encore plus à nos oreilles, puisque voilà, ça parlait d'une attaque sur notre sol et de ce qu'on pouvait, du fait que la vie n'allait plus jamais être pareille. Hein. Donc voilà, ce roman résonnait encore plus à nos oreilles. Donc ce très cher Ambrose va partir à la guerre avec ses amis, et il va revenir différent. Alors là je ne vais pas vous dire plus de choses puisque voilà, vous allez le découvrir par vous-même. Il va revenir différent, les gens vont plus forcément le regarder de la même façon. Mais malgré tout, il y a une personne qui va rester, qui va toujours le regarder de la même façon et qui va continuer à l'aimer
quoi qu'il en coûte, c'est Fern. Donc Fern qui est la fille du pasteur de la petite ville d'où ils étaient originaires. Donc forcément elle est très fleur bleue, elle aime lire des romances, enfin voilà, elle est très dans son monde on va dire. Et Fern qui a aussi un cousin qui est qui est handicapé et dont la maladie l'handicape de plus en plus jusqu'à ce qu'il finisse par mourir parce que voilà, il sait qu'à terme il finira par mourir jeune. Donc voilà, c'est toute une histoire de différence, c'est une histoire d'acceptation de qui est l'autre, etc. Et une très très belle histoire d'amour, donc je vous conseille amplement No Face Cachée si c'est pas déjà le cas. Voilà, donc je sais qu'il va y avoir une nouvelle jaquette qui va être remise sur le livre, donc elle ne va pas garder cette couverture très longtemps. Voilà, donc de toute façon, je vous ferai circuler la nouvelle jaquette en temps venu, quand le livre aura trouvé une nouvelle couverture. Je vous la partagerai très certainement sur la page Facebook du blog. Donc inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit à la page Facebook et au blog. Et ouais, je vous conseille amplement ce livre. J'ai ensuite lu L'Héritière, le tome 4 de la saga La Sélection par Kira Akass, toujours aux éditions Robert Laffont, la collection R. Alors, que dire à propos de ce livre? La Sélection, c'était une super saga qui, à la base, comportait 3 tomes, et à la fin du 3e tome, une fois qu'il est sorti, qu'il a cartonné, l'auteur a décidé de rempiler, d'en faire 2 autres. Donc, comment dire, j'étais assez sceptique à l'annonce de cette prolongation de la série. Je me suis dit que ça sentait fortement l'opération commerciale. Donc j'avais certaines réticences par rapport à ce livre. Je me disais comment est-ce que ça va se goupiller déjà au point de vue de l'histoire. Donc l'histoire, alors si vous n'avez pas lu La Sélection, c'est peut-être le moment de partir de cette vidéo ou d'avancer vers ma prochaine chronique, hein. Cliquez quelque part là où je vais vous mettre le lien pour avancer plus loin. Parce que sinon vous allez vous faire spoiler, donc voilà, je continue à parler. Voilà. Donc si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez lu La Sélection. Donc, à la fin du tome 3, on apprend que America et Maxon se marient finalement. Et voilà, c'était censé s'arrêter là. Donc dans le tome 4, ça se passe 20 ans plus tard. Maxon et America ont eu des enfants, et notamment des jumeaux. Des jumeaux dont l'un des deux en fait est sorti avant l'autre, 7 minutes avant l'autre, et il s'agit d'une fille. Or, ils ont changé la façon dont se passait l'héritage au trône, et donc la fille peut régner maintenant au détriment du garçon qui arrivait un peu plus tard. Donc, cette très chère Edline, puisque voilà, c'est son nom, a été formatée toute sa vie pour prendre la suite de Maxon sur le trône, donc pour devenir la future reine de Iléa. Le Maxon en fait a mis fin au caste, donc ça il me semble qu'on l'apprenait déjà à la fin du 3e tome. Donc ils ont mis fin au caste et de toutes les inégalités qui pouvaient être entraînées par ce système, mais malgré tout, donc 20 ans plus tard, il recommence à y avoir des émeutes. Alors pourtant les renégats ont été complètement anéantis, mais cette fois-ci c'est le peuple qui se révolte parce qu'il y a des problèmes comme un peu dans tous les pays aujourd'hui, à savoir qu'il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes d'inégalités qui persistent parce que certaines personnes ont du mal à se faire au fait que les castes n'existent plus et qui peuvent faire enfin qui peuvent devenir ce qu'ils veulent en fait, qui peuvent choisir n'importe quelle profession, même si c'est pas du tout ce qui était le chemin privilégié auparavant, selon la caste d'où ils venaient. Et c'est vrai que bon, du coup il y a des soucis. Alors les parents de Edline ont la drôle d'idée, et là je trouve que c'est assez étrange quand même, de réorganiser une sélection et de trouver un mari pour leur fille.
alors que leur fille n'a absolument aucune envie de se marier. Donc de ce point de vue-là, je trouvais que c'était quand même un peu extrême. D'ailleurs, leur fille leur en veut largement, parce qu'elle a absolument aucune envie de se trouver un mari. Elle est très indépendante, elle est très tête à claque aussi, parce que vous découvrez une anti-héroïne en fait. Elle est égocentrique, imbue d'elle-même, totalement accro au pouvoir. Et ouais, c'est assez particulier comme fille en fait. Vous vous dites comment est-ce que Maxon et America ont pu engendrer une terreur pareille. Donc voilà, et donc elle va organiser une sélection malgré elle, alors que dans sa tête elle a absolument aucune envie de garder les garçons. Enfin voilà, dans sa tête elle en choisira aucun, elle les renverra tous à la fin, et elle ne fait ça que pour changer les idées du peuple, etc. Donc bon. Mais malgré tout, elle va peut-être être rattrapée par certains candidats, donc qui sait. Voilà, donc en gros c'est un peu le pitch du livre. J'ai eu des soucis avec ce bouquin, je vous avoue que... Alors déjà il est beaucoup plus long que d'habitude, il fait près de 400 pages alors que les autres tomes en faisaient 300 chacun. Donc j'ai trouvé que ça tournait en longueur. C'est vraiment très étrange, c'est-à-dire que vous passez votre temps à suivre une héroïne qui n'en est pas une, qui est une anti-héroïne, elle vous tape profondément sur les nerfs. Et voilà, vous passez votre temps à la suivre alors qu'elle change constamment d'avis, alors qu'elle rabaisse les gens, alors qu'elle a absolument aucune envie de rester avec les différents garçons qu'elle a autour d'elle dans le palais. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé que ce tome manquait un peu de profondeur, donc bon... malgré tout, et j'ai eu en plus de ça, j'ai mis longtemps à le lire. Autant les autres tomes de la sélection, je les avais tous dévorés en une journée. Mais alors celui-là, je crois qu'il m'a traîné près d'une semaine, quoi. Pourtant, enfin voilà, que 400 pages, et c'est écrit très gros, mais j'avais du mal, à cause de tout ce que je vous ai parlé auparavant. C'était compliqué d'avancer à l'intérieur, donc bon bah voilà. J'ai pas forcément envie de poursuivre mon aventure, mais malgré tout, je lirai le 5e et cette fois-ci dernier tome, hein, c'est tout, ça s'arrête là. Quand il sortira, on verra bien ce que ça donne, on verra bien comment est-ce qu'elle arrive à nous goupiller une fin correcte, mais personnellement, oui, ça a été une petite déception pour ce tome 4. Et maintenant je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en VO au début de l'année, quand il est sorti aux États-Unis, et qui va sortir le 6 juin il me semble, aux éditions Robert Laffont, toujours à la collection R, et il s'agit de La Conspiration de Maggie Hall. Il s'agit d'un thriller ésotérique young adulte. Donc c'est pas tous les jours que je vous présente du thriller ésotérique young adulte, c'est d'ailleurs le premier qui me vient en tête, et ça a été une très très bonne surprise. Donc c'est l'histoire de Avery, qui est une jeune fille en apparence comme les autres, qui grandit aux États-Unis avec sa mère, puisqu'elle ignore qui est son père. Son père apparemment les a quittés, est parti en fait très très tôt, quand elle était très, très jeune. Et elle va être un peu embrigadée dans son lycée par deux garçons qui viennent d'arriver dans son lycée. Donc lors de la fête du bal de promo, elle va être invitée par l'un des deux garçons et qui va lui révéler en fait qu'il y a un secret, qu'il faut absolument qu'elle le suive. Parce qu'il faut qu'il lui révèle quelque chose de très important sur ses origines, sur son père, sur voilà, tout ce qui se passe. Et déjà qu'elle avait des doutes parce que sa mère était vraiment très secrète par rapport à certaines choses, donc elle finit par les suivre. Et là, ça s'emballe complètement puisqu'ils prennent un jet privé et qu'ils partent en Europe. Donc oui, c'est assez extrême en fait comme fugue. Et donc ils partent en Europe, ils arrivent à Paris, au Louvre, rien que ça. Ils découvrent une famille très très aisée, de la très haute société française, qui habite rien de moins que dans une aile du Louvre. Et donc elle se retrouve complètement prise dans un espèce de tourbillon infernal,
dans une espèce de recherche d'une quête, et on lui révèle en fait que le monde est dirigé par une douzaine de familles très aisées aux quatre coins de la planète. Et donc elle finit par apprendre un peu d'où elle vient. On commence à lui en révéler et on commence à lui dire qu'elle a une destinée extraordinaire puisqu'elle pourrait bien être la descendante directe d'un personnage très important de l'histoire. Je ne vous révélerai pas tout parce que sinon je vous en dirais trop et bon, ce serait un peu gâcher la surprise. Mais en gros, vous allez partir dans des voyages complètement hallucinants. Vous allez partir de la France, vous allez partir jusqu'à Istanbul en Turquie, vous allez visiter donc le Louvre, vous allez visiter l'église Sainte-Sophie, vous allez partir dans des petits villages, enfin c'est juste hallucinant. C'est vraiment une quête effrénée à travers le monde. Vous allez visiter différents musées, vous allez trouver des clés, des codes, etc. pour décoder des énigmes et autres. C'est vraiment du thriller ésotérique, pur et simple, comme le Dan Brown, comme tout ce que vous pouvez avoir vu dans le Da Vinci Code et autres. Mais en young adulte, ce qui est vraiment assez novateur. Moi personnellement j'ai bien aimé, donc apparemment c'est une trilogie d'après ce que j'ai compris. Le premier tome se termine dans un cliffhanger de folie. Préparez-vous parce que vous allez absolument vouloir la suite tout de suite après l'avoir lu. Et voilà, donc je vous conseille amplement de faire cette petite découverte une fois qu'il sera paru en France, donc le 6 juin à la Collection R. Normalement je devrais organiser un petit concours pour vous permettre d'en remporter quelques-uns, donc restez branchés sur la page Facebook, donc voilà, hein, inscrivez-vous et pour ne rien louper. Et donc voilà, j'espère que ces 3 ouvrages spéciaux Collection R vous auront donné des envies de lecture, si ce n'est pas déjà fait pour certains d'entre eux. Laissez-moi un commentaire si vous en avez déjà lu certains, comme d'habitude, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si au contraire ça vous a donné des envies de lecture particulières, et si vous ne pouvez pas attendre d'en lire un en particulier, voilà. Et donc je vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Salut! Vous savez certainement que j'adore le roman historique, et c'était l'occasion, enfin,